Alors je suis en direct d'un café qui s'appelle le Brown and Butter Café qui se trouve à Bali. Je sais qu'il est 8 heures en France à l'heure actuelle. Ici il est déjà 14 heures. Tu vois, je vais te montrer un truc. Ici ça c'est mon déjeuner, le casque du scooter, l'ordi pour travailler, les accessoires, tout le bazar. Et puis là, je sais pas si on peut voir, juste au-dessus. Ouais, ça ne passe absolument pas. Juste au-dessus, hop, tu vois, il y a des mugs juste au-dessus. Et notamment un super mug, Invest in Yourself. Voilà. Ça, c'est pour le mindset. Ça, c'est pour le mindset du jour. Salut le Phoenix Rose. Voilà, donc en ce moment je suis à Bali, donc en Indonésie, on est allé voir la famille parce qu'on a de la famille ici, donc voilà, on reste un petit moment et puis voilà, je bosse, je suis pas seulement sur la route et souvent on me dit mais tu vas pas à la plage, tu vas pas dans les clubs, etc. Il n'y a pas que les clubs et la plage quand même. Alors Bali, oui, c'est vrai qu'il y a des plages, c'est superbe, effectivement. Mais je ne fais pas que ça. Voilà, il faut bosser aussi. Voilà, faut bosser aussi. Donc là, en fait, pourquoi je viens ici dans ce café, c'est qu'en fait, ils ont une connexion, un débit de ouf. Et, enfin, normalement. Donc j'espère que la vidéo en live passe nickel. Et surtout, en fait, j'ai un appel pro. Donc tout à l'heure, j'ai un appel pro avec des collaborateurs donc, pour du conseil RGPD. Donc tu vois, je peux bosser à distance. C'est nickel. Voilà. Tiens, le Phoenix Rose. Alors, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que ça te dit quelque chose, le RGPD? Ou pas? Dis-moi tout. On est en direct, donc profites-en. C'est même parfait. Donc moi, je déjeune. Je vous souhaite un très bon petit déjeuner pour ceux qui sont au petit déjeuner. Il y en a qui sont déjà au Turmin ou qui vont y aller. Ou dans les transports, hein, ça peut être le cas. Miam miam miam. Ok, c'est excellent ça. En création d'entreprise. Est-ce que tu as déjà créé ton entreprise? Ok. Tu ne connais pas le RGPD? Donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Et c'est un règlement qui est important dans le sens où si tu es créateur d'entreprise, eh bien, tu vas être concerné forcément à un moment ou à un autre. Mais il vaut mieux être concerné dès le départ, comme ça au moins tu sauras ce qu'il faut mettre en place. Donc le RGPD, en gros, c'est une réglementation donc européenne qui s'applique à tous les États membres d'Europe et qui sont membres de l'Union européenne. Et donc ce règlement en fait impose aux entreprises et aux autres organisations, à savoir les associations et les administrations publiques. Donc ce règlement-là leur impose à protéger et à sécuriser les données personnelles. Voilà. Et plus largement les données qui sont utilisées dans les organisations. Ok, donc tu es en cours de création d'entreprise. Ok, super. Est-ce que tu as choisi le statut de ton entreprise? Est-ce que tu crées une entreprise en France d'ailleurs? Parce que j'ai des gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément en France, qui sont en Belgique ou même dans d'autres pays, qui sont en Afrique aussi, ou en Europe.
En France, écoute, c'est très bien. Ça, c'est le piment, ça. Oula. Ok, en France, ok. Bon, écoute, de toute façon, on choisit pas son pays, hein, comme on dit. Mais en France, tu peux faire du business sans aucun souci. Où est-ce que tu en es dans ta création d'entreprise? Est-ce que tu as déjà déposé, créé tes statuts? Est-ce que tu les as déposés auprès d'une banque pour ouvrir un compte bloqué pour le capital de ton entreprise? Et surtout, oui, comme je te disais, est-ce que tu as choisi le statut de ton entreprise? Est-ce que tu crées une micro-entreprise? Est-ce que tu crées une EURL, une SARL ou alors une ESAS ou une SASU? Est-ce que tu en es là ou... Ok, tu fais de la VDI, ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut bien commencer. D'accord, une entreprise, tu fais partie d'une entreprise individuelle. Du coup, je comprends pas parce qu'en fait, tu as créé ton entreprise individuelle, je suppose. Donc c'est peut-être un statut micro-entrepreneur, je ne sais pas. En tout cas, bon bah, c'est le moyen l'un des plus rapides et plus faciles pour démarrer un business. Ok. Bah, c'est super si tu veux créer ton business en ligne. Bon, c'est très important quand même. Je sais pas comment tu démarres, si tu as des fonds ou pas. C'est vrai, quand on démarre, quand on n'a pas beaucoup de sous tout simplement pour démarrer une activité, ça peut être relativement compliqué, même si de nos jours, avoir un business en ligne, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 15 ans d'ailleurs. Donc on peut créer une activité en ligne assez facilement de nos jours. Bon, il y a mon Telice qui est fini, je vais essayer d'en commander un autre, mais je ne vois personne. Passe. Pas facile de choper un serveur ici. Passe. Ibo. Ça te l'a oui. Oui, voilà. Ça te l'a dit. Les chetés. Ok, donc là j'ai recommandé mon thé litchi. Directement en indonésien, hein, des fois c'est plus rapide. Pas de statut encore, ok, un magazine communautaire et du branding, écoute, ça c'est super. Ça c'est, je pense, ça peut être de bonnes idées parce que si tu fais un magazine, même si c'est un magazine en ligne, au niveau marketing, écoute, par la suite tu peux faire du print, donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, maintenant c'est plutôt intéressant quand on fait du digital d'avoir aussi du papier parce que ça permet soit de crédibiliser, soit de surprendre ses lecteurs et ça c'est son audience, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, ouais, pour démarrer, écoute, tu peux démarrer en micro-entreprise. Maintenant, en micro-entreprise, genre statut d'auto-entrepreneur, alors maintenant, on parle de micro-entreprise. Maintenant, ça c'est le plus simple de démarrer une activité en micro-entreprise parce que de toute façon, tout dépend de ce que tu fais, évidemment. Pour du service, c'est le mieux en général, c'est plutôt pratique parce que en termes de coût, pardon,
En termes de coût, ça va être assez limité. Bon, alors par contre, tu seras plafonné à un moment donné aux 32 900 € je crois de mémoire. Tous les ans, le plafond augmente. Il y a une rénovation du statut de l'auto-entreprise l'année dernière. Et maintenant, dans le service, on a la possibilité d'avoir un chiffre d'affaires qui dépasse les 32 900 € et tu peux aller jusqu'à 70 000 €. Et au-delà des 70 000 €, tu vas être automatiquement, tu vas basculer dans le statut des indépendants. Donc ça peut avoir des inconvénients, je ne te le recommande pas forcément. Si tu dépasses le plafond des 32 900, c'est-à-dire le premier seuil, ou les 33 200, je ne me souviens plus, et bien si tu dépasses ce premier plafond, tu seras automatiquement assujetti à la TVA. Et donc tu recevras un joli courrier des impôts, où c'est à toi de faire la démarche, je ne me souviens plus, je crois que c'est automatique. Et ça te permettra de récupérer la TVA, puisque en statut de micro-entreprise, d'auto-entreprise en ce qui me concerne, et bien jusqu'au 33 200, là, le premier plafond, et bien tu es en franchise de TVA, donc tu ne peux pas récupérer la TVA, mais tu ne la factures pas non plus, donc ça peut être plutôt avantageux pour les clients, on va dire surtout les clients particuliers dans ce cas-là. Maintenant, une fois qu'on est assujetti à la TVA, eh bien c'est pas très grave, de toute façon tu fais tes déclarations au niveau trimestriel de mémoire, ou même semestriel, en fonction du chiffre d'affaires précédent que tu as fait l'année précédente. Donc à l'heure actuelle, le régime simplifié de TVA, c'est... Merci. Live. Oui, c'est live. Voilà, c'est un live, merci monsieur. Et donc en régime simplifié de TVA, tu fais une déclaration en fait en juillet et en novembre ou décembre. Et en fait, au mois d'avril ou au mois de mai, c'est la CA12, la déclaration CA12 qui concerne l'exercice précédent. Donc tout simplement, ça te permet de déclarer le dernier trimestre de l'exercice que tu viens de clôturer, et donc ça te permet soit de récupérer ton crédit de TVA, soit de déclarer le chiffre d'affaires que tu as fait, et donc de payer la TVA que tu dois. Donc l'un des systèmes les plus simples à l'heure actuelle pour les micro-entreprises, on va dire, c'est quand on est au régime simplifié de la TVA, on a juste 2 déclarations à faire dans l'année. Le plus simple, c'est de moduler la déclaration. Alors je vous donne plein de tips là les gars. Donc si tu modules automatiquement, enfin c'est toi qui le fais, si tu modules en fonction de ton chiffre d'affaires et de tes sorties, donc de tes charges, ça te permet juste de payer la TVA que tu dois et non pas de payer la compte qui serait supérieure à ce que tu as réellement gagné. Voilà. Ça évite de sortir la trésorerie inutilement. Donc ça, faut pas s'inquiéter sur ce genre de choses-là, mais il faut le savoir. Voilà, donc ça c'est quand on est assujetti à la TVA, si on dépasse le premier plafond d'auto-entreprise, enfin de micro-entreprise, c'est pas grave parce que en fait c'est pour des clients pros, c'est neutre. La plupart des pros moi, avec qui je travaille, enfin même tous les pros avec qui je travaille sont assujettis à la TVA, et donc la TVA est neutre, c'est-à-dire que on déduit automatiquement entre guillemets la TVA de nos factures fournisseurs. Donc ça c'est plutôt un avantage plutôt, on va dire, pratique. Et quand tu as déjà quand tu connais le système, ben, tu utilises à bon escient et à ton avantage évidemment. Voilà, et du coup si tu es soumis à la TVA, peu importe ton statut, ça permet de déduire la TVA de tes factures fournisseurs. Donc tu paieras hors taxe au final. Donc ça c'est pas mal. Si tu as d'autres questions, c'est le moment, parce que là je vais attaquer mon plat. Enfin je continue.
Alors, merci. Tu veux dire quoi quand tu dis marge? Parce qu'en fait, par exemple, un fournisseur, il va te facturer 120 € TTC. Tu vas payer 120 €. Et puis, en fait, dans ta compta, dans les charges, normalement, tu es censé faire une compta. Hein. Donc, tu auras 100 € qui vont être sur le compte fournisseur de ce fournisseur-là. Et puis les 20 € qui vont aller dans le compte de TVA. Là, je parle un petit peu de comptage, je ne vais pas faire compliqué. Et du coup, cette TVA, en fonction de la récurrence de tes déclarations que tu devras faire auprès des impôts, auprès du service des impôts des entreprises, le SIE. Donc si tu es micro-entrepreneur, réellement c'est 3 fois dans l'année. Donc tu fais le total au fur et à mesure des mois qui s'écoulent et du coup ça te permet d'avoir une balance entre les charges que tu as d'un côté, la facturation que tu fais de l'autre et du coup la consolidation des données entre la TVA qui est payée par tes clients et la TVA qui est payé par toi. Voilà. Donc toi, si à un moment donné, si tu es assujetti à la TVA, tu vas collecter de la TVA pour le compte de l'État, mais au final, si tu n'as que des clients pro, ça va pas changer grand-chose. C'est pour ça qu'en fait, pour nous, petits entrepreneurs, c'est vite saoulant, effectivement, en termes de trésorerie, parce qu'en fait, la TVA, elle est neutre pour nous, puisqu'on va la déduire. Elle est relativement neutre, parce que sur un produit, par exemple, moi je suis à la fois consultant en protection des données personnelles et j'ai une activité de IT, de service IT dans l'informatique et donc ça m'arrive forcément à un moment donné dans mon activité d'acheter du matériel, tu vois, de genre un ordinateur. Donc l'ordinateur, au lieu de le payer, je sais pas, 2400 €, au final, hors taxe, il va me coûter 2000 €. C'est pas la même chose à la fin du mois et on va dire ou à la fin de l'année, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, alors la TVA évidemment en France s'applique aussi bien aux services qu'aux prestations, du moins à toute prestation au matériel et aux services. Salut les amis. Ouais, je suis à Bali en ce moment, donc là je suis dans un café et je fais un live, soyons fous, je suis en train de déjeuner, il est déjà 14h25, je vais bientôt vous laisser, mais je fais un live et je réponds à vos questions en direct soit sur la création d'entreprise, là on parle de TVA avec le Phoenix Rose. Salut Nikos, comment vas-tu ? Là, on parlait de TVA, de création d'entreprise. Donc, notre ami le Phoenix Rose est en train de créer son activité et a priori, il veut créer son activité en micro-entreprise. Donc, au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, on est à un moment donné assujetti à la TVA. Donc, ça permet de récupérer la TVA, c'est-à-dire la déduire de nos achats. Et puis, on a l'obligation de la facturer à nos clients. Voilà. Ouais, donc je réponds donc à ta question. Oui, que ce soit un service ou que ce soit un produit, tu es obligé d'appliquer un taux de TVA. Et le taux de TVA, on a des taux de TVA, un taux de TVA standard à l'heure actuelle en France qui est de 20%. Ça pourrait changer dans les mois qui viennent, ça serait bien. Merci Monsieur Macron, ça nous arrangerait de le réduire un petit peu. Et puis il y a des taux de TVA qui sont entre guillemets dits réduits. Donc tu as tes taux de TVA quand tu fais faire des travaux chez toi par exemple. Si ton habitation date de plus de 2 ans, eh bien tu peux bénéficier de la TVA réduite à 10% par exemple. Voilà. Donc ça c'est un exemple de TVA réduite. Ouais, tu t'es mis en VDI pour ne pas avoir à subir les charges. Ok. Ouais,
Alors je sais pas si tu es salarié ou si tu es micro-entrepreneur en tant que VDI, en tant que vendeur indépendant donc. Je suis pas négatif, mais je suis jamais, comment dire, je suis assez prudent sur les jobs qui sont proposés par certaines entreprises et qui te proposent un job en fait en VDI. En fait, tu n'es pas salarié, tu dois, c'est à toi de gérer tes dépenses et en plus, tu es indépendant. Donc, alors qu'il y a un lien de subordination, et là c'est discutable du coup. Et le lien de subordination, c'est quoi? C'est quand l'entreprise qui est censée te donner le boulot, elle t'encadre beaucoup, et c'est elle qui te donne les directives pour travailler. Et ça, c'est un lien de subordination, et du coup, une prestation d'indépendant, quand il y a un lien de subordination, je vous le rappelle, l'administration française considère que c'est en fait un contrat de travail. Voilà, alors faites très attention là-dessus, soit en tant qu'indépendant, soit en tant qu'entrepreneur si vous utilisez les services de freelance ou d'indépendant. En plus, les statuts de commerciaux, de VRP, d'agent commercial, ce sont des statuts un peu particuliers, et quand on est entrepreneur, il faut faire très attention quand on fait appel au service d'un agent commercial par exemple. Voilà. Il y a la jurisprudence là-dessus, et en fait un agent commercial par exemple qui conclut un contrat avec une entreprise, donc un agent commercial par exemple multicarte, peu importe, et bien cet agent commercial, si on lui casse son contrat de façon abusive, alors tu vas me dire c'est l'interprétation, mais c'est toujours ça le droit. Si lui considère que c'est abusif, il pourra donc poursuivre l'entreprise et peut-être bénéficier de 6 mois ou de 1 an d'indemnité, voilà, pour rupture de contrat. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, il faut être prudent sur ce genre de contrat. Ouais, t'as un contrat, écoute, c'est très bien. Maintenant, psychologiquement, moi ça me pose pas un souci que des gens travaillent en tant que VDI, mais très souvent ce sont des marques qui vendent des produits de beauté, je vais pas citer les noms, mais voilà, on les connaît tous, et je pense qu'il y a peut-être certains abus, et on emploie des gens, finalement on les fait bosser, et c'est à eux d'acheter les stocks, par exemple, de produits. Donc je ne citerai pas une grande marque américaine de produits, on va dire, cosmétiques. Et pas seulement cosmétiques, qui utilisent la vente à multiniveau. Voilà. Donc la vente à multiniveau... Attention, en France, il faut savoir que la vente pyramidale est interdite, et parfois certains types de contrats sont borderline sur la vente pyramidale. Alors tout ça tu le sais, mais une fois que tu t'es fait soit entourlouper, soit parce que tu as des amis, ou alors parce que tu t'intéresses au sujet évidemment. Alors, est-ce que je peux créer mon entreprise d'un côté et avoir un contrat en tant que commercial sur un autre côté, en parallèle? Ou est-ce illégal? Alors justement, ça c'est une très bonne question. Imaginons, allez, je vais prendre un exemple. Là, je connais pas ton exemple, ton cas. Imaginons, tu as une entreprise, faut être prudent, faut pas faire n'importe quoi, effectivement, et c'est une très bonne question. Et par exemple, imaginons, tu es... donc si je comprends bien, tu n'es plus salarié ou tu n'es pas salarié. Donc tu crées ton entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou peu importe le statut, on va dire une SAS ou une SARL ou une URL. Tu as une activité, par exemple, je sais pas moi, tu vends des téléphones, par exemple. Je dis n'importe quoi. Tu vends des téléphones, et puis de l'autre côté,
Ok, tu as un contrat de commercial. Alors, est-ce que c'est en tant que salarié ou indépendant? Donc, on va dire c'est un contrat de commercial, on va dire en tant que salarié. Ça voudra dire que déjà, il faudrait obtenir l'accord de l'entreprise dans laquelle tu es salarié pour que tu puisses travailler à côté. Alors, en principe, dans les faits, c'est pas illégal dans ce cas-là. Mais il ne faut pas, concurrencer ta propre entreprise, je veux dire, où tu es salarié, parce que là, il y a un problème de conflit d'intérêts quelque part. Certains salariés essayent de faire ça, et ouais, du branding, c'est du branding de marque. Vas-y, explique-moi ce que tu appelles branding. Donc voilà, donc faut faire effectivement attention là-dessus, de ne pas se marcher soi-même sur les pieds et de ne pas concurrencer l'entreprise dans laquelle on est employé. Parce que dans ces cas-là, bah, tu tends le bâton pour te faire battre et tu peux te faire virer par ton entreprise où tu es salarié. Et pourquoi pas payer des indemnités à ton entreprise. Attention là-dessus. D'accord, donc tu vas faire du coaching, ok. Ok, donc tu fais du coaching. D'accord. Tu fais du coaching d'un côté et de l'autre côté tu fais du commerce, je pense, si j'ai bien compris. Bon, si les activités sont vraiment différentes, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Maintenant, c'est pas illégal en France de le faire. Si ce sont des activités qui sont, comment dire, où tu es soit indépendant, soit tu as ta propre entreprise et que les activités sont étanches, je vois pas en quoi ça serait impossible de le faire. Maintenant, s'il y a un contrat de travail avec une entreprise, donc en tant que salarié, on va dire sur l'une des deux activités, là il faut être effectivement prudent. D'ailleurs, en fait, il y a quelque chose à savoir, c'est que les agents de l'État ont maintenant la possibilité, je crois depuis 2 ou 3 ans, peut-être plus, ils ont la possibilité d'avoir un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. Donc si tu es agent de l'État, donc les autres personnes qui vont regarder cette story par la suite, si tu es agent de l'État, tu as la possibilité d'avoir un statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, du moment que tu fais la demande à ton administration. Voilà. Et évidemment, on va supposer que cette activité-là soit légale, bien entendu, et ne soit pas contraire à l'éthique de l'administration à laquelle tu dépends. Alors, si justement c'est mon entreprise personnelle que je crée actuellement avec un site internet et le magazine communautaire. Ok. D'accord. Donc en fait ce sont deux activités indépendantes. Si je comprends bien, si j'ai suivi l'affaire. C'est pas facile à expliquer en texte comme ça. Et puis je suis désolé, c'est vrai que Instagram c'est pas très pratique pour saisir les messages. Des fois ça rame un peu. D'ailleurs, dis-moi si le live est suffisamment fluide. Je pense qu'on a un petit décalage. Alors, entre le texte, le moment où tu m'envoies le texte et moi je le vois, je pense que j'ai un décalage de 10 secondes, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Oui, tu as tout à fait la possibilité de... Par exemple, je comprends mieux ta question maintenant. Donc, tu as tout à fait la possibilité d'avoir différents types d'activités en étant micro-entrepreneur. Donc tu peux avoir une activité de service, t'en as 3. C'est-à-dire que tu peux avoir une activité intellectuelle de profession libérale, tu peux avoir une activité de prestation de service et une activité de vente. Voilà. Donc en tant que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, tu peux cumuler le chiffre d'affaires non pas des 3, mais des deux principaux types d'activités. Donc d'un côté, le chiffre d'affaires, le plafond
du chiffre d'affaires sur la vente, c'est une centaine de milliers d'euros, ce qui est déjà pas mal, mais en général, du coup, tu vends un produit en général, donc c'est relativement facile d'atteindre ce plafond-là. D'ailleurs, je ne recommande pas à ce que tu vendes des produits en tant que micro-entrepreneur, parce que du coup, si tu les achètes à un fournisseur français, tu vas payer de la TVA, tu vas pas les récupérer tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pénible. Et puis, le deuxième aspect, si tu fais de la prestation de service, bah, tu mettras tes recettes, ton montant de recettes de service ou de profession libérale dans la bonne case au niveau de la déclaration. Ouais, alors du coup, je sais pas si tu as un statut directement d'indépendant et tu risques d'avoir un appel de cotisation direct par le RSI, donc ça peut être 4 ou 5 000 euros d'un coup. Ou si ton CFE, c'est les URSSAF. Moi, mon CFE, ce sont les URSSAF. Voilà, donc j'ai un statut d'auto-entrepreneur depuis 2009. Et moi, mes déclarations de chiffre d'affaires, je les fais via les URSSAF. Enfin, via le site l'auto-entreprise ou l'auto-entrepreneur.net, ça change tout le temps, donc je me souviens plus. Et j'arrive sur le tableau de bord des URSSAF qui permet de déclarer mon chiffre d'affaires tous les trimestres, je crois, de mémoire. Alors en fait, à ce moment-là, alors faut faire attention parce qu'en fait, du coup, si tu fais ça serait un peu dommage de faire une double activité comme ça parce que déjà, tu risques de payer 2 fois la CFE, la cotisation forfaitaire des entreprises. C'est embêtant. Et si tu as créé une entreprise individuelle, à ce moment-là, en fait, je suppose que pour ton activité de VDI, l'entreprise avec laquelle tu es en partenariat, il te demandait tout simplement un SIRET et à ce que tu puisses générer du chiffre d'affaires. À ce moment-là, moi ce que je te recommanderais, mais ça c'est à étudier soit avec un expert comptable, soit avec quelqu'un des URSSAF, ça serait quoi? Ça serait de clôturer ton statut de I et à ce moment-là, parce que je ne sais pas si c'est vraiment une entreprise individuelle que tu as créée parce que c'est un statut assez spécial, ou alors tu peux carrément utiliser ce même statut pour faire autre chose. Après tout, c'est pas un souci si tu veux. Voilà. Donc ça c'est plus une question de stratégie de lâcher du pognon tout de suite pour le RSI. Ça peut être embêtant si tu dois lâcher tout de suite 4000 ou 5000 balles, c'est des euros. Ça fait tout de suite beaucoup d'argent à libérer, à donner entre guillemets en trésorerie et que tu n'as pas forcément. Sachant que moi j'ai un ami, il avait eu le cas, alors il n'avait pas une double activité, mais il avait fait la bêtise entre guillemets de s'inscrire en entrepreneur individuel auprès des URSSAF directement. Ça lui a coûté cher au niveau du RSI. Ils lui ont fait des appels de cotisation de dingue. Par la suite, sur mes conseils, il a relativement vite clôturé son statut d'entreprise individuelle. Et du coup, il avait rouvert une activité en tant que micro-entrepreneur et en tant qu'auto-entrepreneur, justement pour s'éviter les appels de fonds de cotisation du RSI. Et ça lui a permis de retomber sur ses pieds, de pouvoir continuer correctement parce qu'il avait eu une baisse d'activité. Ouais, en plus, tu n'as pas un copec, ouais, c'est embêtant. Ce que tu fais, c'est que tu peux m'envoyer un message en privé et puis j'essaierai d'y répondre. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, à la limite, tu vérifies ça avec les URSSAF. En général, ils sont plutôt, ils donnent les infos, ils sont pas fermés. Évidemment, il faut avoir de bonnes relations. Il y a un centre spécifique pour chaque activité, donc ils sont assez joignables assez facilement. Et
Du coup, alors si tu fais ça, si tu clôtures ton statut d'entrepreneur individuel avec les URSSAF, parce que là ça te risque de te coûter un bras, ouais bien sûr en auto-entreprise tu fais ce que tu veux. En auto-entreprise ou en micro-entreprise, maintenant ils ont appelé ça micro-entrepreneur, mais enfin c'était quand même de la micro-entreprise auparavant. Tu peux faire ce que tu veux du moment que tu fais les choses professionnellement, c'est-à-dire que si tu dois avoir une assurance pour te protéger toi et protéger tes clients ou tes partenaires pro, fais-le. Ça coûte pas très cher non plus à l'année. Moi, j'en ai une évidemment, une responsabilité civile professionnelle. C'est le minimum déjà. Et puis, du coup, si tu te recrées une activité en tant que micro-entreprise, fais attention. Déclare une activité différente pour avoir un numéro de code NAF différent, un code d'activité, donc le code NAF c'est le code d'activité. Fais en sorte que ton code NAF soit différent parce que là, sinon, de l'autre côté, les URSSAF vont te bloquer la création de l'activité. Voilà. Donc il y a des, ouais, faut le savoir, il y a des systèmes de sécurité comme ça. Donc mon ami en question, bah, c'est ce qu'il avait fait et il avait choisi un autre libellé d'activité, ce qui lui avait permis d'avoir un code NAF différent, un code d'activité différent. Alors il y a juste quelque chose à savoir en France, que tu crées, peu importe le statut de ton entreprise, il y a un code d'activité qui est créé. Donc même en tant qu'auto-entrepreneur, on a un numéro d'entreprise, donc on a un SIRET. Salut Mohamed. Donc on a un SIRET et c'est une immatriculation. C'est l'immatriculation de ton établissement. Donc l'établissement principal a un numéro de sirène et de SIRET. Voilà. Tu peux donc déclarer une activité principale. Voilà. Donc pour l'informatique, c'est 71 22Z de mémoire. Donc, mais ça t'empêche pas de vendre du marketing, tu vois, de faire du service pour du marketing. Ça c'est le code d'activité principal, c'est juste utilisé statistiquement pour l'État, pour que l'État, enfin les organismes de l'État calculent les parts de chiffre d'affaires en fonction des activités, etc. etc. Voilà, donc pour moi tu peux cumuler tes deux activités. Maintenant, si tu dépasses le plafond des 33 000, évidemment à un moment donné tu vas basculer sur le régime de TVA, donc ça a ses inconvénients, c'est-à-dire les déclarations, mais le gros avantage c'est qu'au moins tu peux déduire la TVA de tes factures fournisseurs. Ok. Donc ça c'est ce que tu avais déclaré aux URSSAF, je suppose. Rien ne t'empêche de créer une activité en tant que micro-entrepreneur. Dès maintenant, dès aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux le faire en ligne d'ailleurs. Et à ce moment-là, tu choisis une activité genre coaching, conseil ou ce genre de choses-là. Écoute, c'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à tes questions et merci à toi déjà pour tes questions parce que ça va aider d'autres personnes. Voilà. Maintenant, je dois libérer mon téléphone pour travailler avec mes collaborateurs qui sont à Paris. Voilà. On fait le point avec un partenaire pro sur le RGPD. Et puis indique-moi ton prénom en message privé et tu me mets si tu as d'autres questions en message privé, n'hésite pas. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Alors les amis, je vous souhaite également une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et ciao. Et n'oubliez pas, je vous prépare un pack créateur d'entreprise où je vais vous expliquer comment déclarer votre activité rapidement avec un coût le plus bas possible
en faisant les démarches vous-même, mais en les faisant efficacement et rapidement. Donc ça vous permettra de créer par exemple une SAS unipersonnelle rapidement, de manière sécurisée. Et puis j'ai prévu dans ce pack de formation des modèles au moins un modèle de statut de SAS. Et pas seulement, je pense que je vous filmerai aussi le tutoriel de création de l'entreprise en elle-même. Donc comment remplir le formulaire CERFA qui va bien pour créer votre activité. Voilà, entre autres. Et puis toutes les astuces qu'il faut connaître quand on crée une entreprise, alors qu'on n'a pas encore forcément créé une activité, et les différentes étapes par lesquelles passer sans rien oublier, bien entendu, et pour se sécuriser son activité aussi, parce que ça c'est important. Et puis dans ce pack formation là, je vous donnerai bien entendu les clés pour le RGPD, et donc dès la création de votre entreprise, vous aurez les informations pour être opérationnel au niveau de la conformité RGPD, pour être tranquille, pour pouvoir prospecter. Salut David, pour prospecter les personnes de façon conforme au droit informatique liberté et conforme au RGPD. Et puis comment exploiter vos bases de données clients, comment exploiter votre CRM de façon légale sans faire de bourde. Voilà. Donc David, je te dis à très bientôt. Je te conseille de suivre le live que je viens de faire. J'espère que tu apprendras des choses et je te dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée les amis. Ciao, ciao.